Bonjour, je vais réaliser une petite expérience toute simple que vous pouvez réaliser chez vous. Donc j'ai pris une raquette de tennis, mais en fait ça peut marcher avec n'importe quel objet qui a des dimensions différentes suivant les trois directions de l'espace, suivant cette direction et cette direction. Et donc la manip, je vais la faire comme ça, puis après je vais mettre mon portable dessus pour mesurer les angles. Donc si je prends la raquette comme ceci, vous constatez que lorsque je fais tourner la raquette, il y a ce mouvement-là qui se rajoute et qui est quasiment impossible à éviter. Donc je vous laisse faire des tests chez vous. Donc je recommence. Voilà. Par contre, si vous tenez la raquette comme ceci, le mouvement, il n'y a plus ce mouvement de rotation sur l'axe de la raquette. Je recommence. Donc je vais refaire l'expérience avec cette fois-ci le portable fixé à la raquette. Et pourquoi je fais ça? Parce qu'il y a dans mon portable des gyroscopes qui vont mesurer les angles de la vitesse angulaire de rotation suivant X, Y et Z. Alors l'application que j'utilise, c'est l'application Fifox. Je vous montre comment ça se présente. Voilà, c'est Fifox. C'est gratuit, vous la téléchargez, l'installez sur votre téléphone. Et comme ça, vous pouvez accéder aux données que vous donnent les différents capteurs de votre téléphone. C'est pas mal ça pour faire des petites expériences. Donc j'appuie sur gyroscope et je vais placer le portable sur la raquette. Donc j'ai déjà tout préparé. Alors cette manip, elle illustre, voilà, c'est pour illustrer la notion de moment d'inertie. Ah, j'ai fait un truc que j'aurais pas dû faire. Voilà, ouais, c'est bon. Donc je disais, c'est pour illustrer la notion de moment d'inertie. En effet, lorsque vous avez un objet comme une raquette, c'est assez facile de la faire tourner suivant son grand axe. C'est beaucoup plus difficile de la faire tourner comme ça, suivant un axe qui serait comme ceci. Et c'est encore plus difficile, alors quand je dis plus difficile, c'est il faudrait exercer un couple plus important pour obtenir la même vitesse, la même variation de l'angle. Et c'est encore plus difficile de la faire bouger comme ça. Et la raison, c'est que ça dépend de la répartition de la masse par rapport à l'axe de rotation. Et à cause de cela, lorsque je lance la raquette comme ceci, il y a, on va dire, on peut parler d'instabilité. La raquette va très facilement tourner suivant son grand axe. Par contre, si vous la lancez comme ceci, vous n'allez pas observer cette instabilité. Donc, je vais lancer l'enregistrement. Voilà. Donc j'ai lancé la mesure. Donc là, actuellement elle se fait. Et puis pour m'y retrouver dans ces mesures, en fonction du temps, je vais faire un mouvement un petit peu particulier juste avant de lancer la raquette pour repérer l'instant zéro. Donc par exemple je fais ça. Ça va correspondre à une mesure un peu particulière dans l'enregistrement. Et puis je lance. On commence. Voilà. Je vous montre les résultats. Oups. Donc faites quand même attention quand vous faites ce genre d'expérience. Votre portable il est quand même fragile. Je ne voudrais pas avoir des ennuis. Je suis en train de zoomer là sur la partie intéressante. Voilà. Voilà. Donc ce que vous avez, la sinusoïde que vous avez avant, c'est lorsque j'ai bougé la raquette.
pour repérer un petit peu l'instant zéro, hein, pour savoir où je suis dans mon enregistrement, parce qu'il y a plein de choses, hein, dès que vous bougez un peu votre portable, il enregistre. Et le mouvement de rotation, ça correspond à la partie, donc je vais zoomer dessus, à la partie qui est là, la petite bosse là, que vous voyez. Et la petite variation brutale que vous voyez à la fin, c'est lorsque je rattrape la raquette. En fait, ça fait une vibration au niveau du portable et qui est retranscrite comme ça. Donc il faudra maintenant récupérer les données suivant chaque axe de rotation. Hein, lorsque le portable bouge comme ça, c'est mesuré par un gyroscope. Lorsque le portable bouge comme ça, c'est un autre gyroscope. Et lorsque le portable bouge comme ça, c'est le troisième gyroscope. Donc il faudra exploiter toutes ces données et comparer. On pourra comparer avec une étude théorique. Et pour ce faire, il faut être capable, dans une autre manip indépendante, mesurer le moment d'inertie de chacun des axes de la raquette. Donc ça, je vous expliquerai comment on fait ça. Alors, vous avez vu la petite expérience, hein, toute simple. Vous prenez la raquette, vous l'achetez, puis elle fait un mouvement compliqué pendant la chute libre, on la récupère. Et on est capable de mesurer avec un téléphone portable les vitesses angulaires qui correspondent à la rotation de la raquette. Et l'objectif, c'est de confronter ça à des simulations. On va écrire des équations et les résoudre numériquement. Pour caractériser mécaniquement la raquette, il faut en particulier connaître le moment d'inertie. Enfin, je devrais dire les moments d'inertie, un par axe de rotation. Il y a le moment d'inertie qui correspond à cette rotation, le moment d'inertie qui correspond à cette rotation de la raquette, et enfin le moment d'inertie qui correspond à la rotation de cette raquette. Donc c'est les trois axes, un qui est comme ça, un qui est comme ça, et un qui est perpendiculaire au tamis de la raquette. Pour faire cette mesure-là, je vous propose de faire une manip qui est assez académique. On fait un pendule simple, donc vous l'avez peut-être déjà étudié au lycée, il y a des manips, faut dire que c'est assez simple hein, comme expérience, vous allez voir. Et on va simplement mesurer la période d'oscillation de ce pendule faisant. Alors avant de démarrer les manips, j'ai besoin de savoir où est le barré-centre de la raquette. Donc pour savoir où est le barré-centre d'un objet, il y a une solution, c'est de trouver l'endroit où voilà, le barré-centre il est à peu près où on le voit. Hein. En fait, je pointe le barré-centre avec mon doigt. Effectivement, le moment du poids il s'annule en ce point-là au niveau du barré-centre. Donc il y a déjà une petite marque qui a été faite sur le cordage. Donc il est à peu près ici. Et le barré-centre il se trouve exactement entre les deux cordes ici et à peu près à ce niveau-là. Donc je sais assez précisément où est le barré-centre de ma raquette. Une fois que j'ai fait ça, j'ai besoin de faire un petit peu de théorie hein, avant de faire la manip. Donc, au niveau de la théorique, je fais un petit rappel de cours. Le premier, c'est vous voyez que j'utilise les moyens très sophistiqués pour vous présenter tout ça. Ça, c'est le moment cinétique par rapport à un point. Donc si je prends un point ici, G, il a une masse M. L'axe de rotation, il est là, il est fixe. Hein, il est perpendiculaire à la feuille, donc il est vers vous. Et bien le moment cinétique, c'est MR carré θ point. R, c'est la distance qui est là, entre le point O et le point G. Donc retenez bien le MR carré là. Alors si je remplace R par OG, hein, ça fait ce terme-là. Donc regardez-le bien, ce terme, parce qu'il va réapparaître un petit peu plus loin. Et le moment cinétique, il est proportionnel à θ point. Ça aussi, je vous demande de bien le repérer. En mécanique faisons un peu de mécanique du solide. La mécanique du solide, c'est le moment cinétique, c'est une expression qui ressemble beaucoup parce qu'il est toujours proportionnel à θ point. C'est ce qu'on voit ici. Sauf l'expression qui est devant le θ point, c'est une constante et qui caractérise justement
le solide, et ça dépend de la façon dont la masse est répartie autour de l'axe de rotation. Et c'est ça qu'on veut mesurer. Alors, pour mesurer le moment d'inertie par rapport au barycentre, ce que je vais faire, c'est que je vais écarter mon solide de l'axe de rotation. Donc là, il faut imaginer, là, l'axe de rotation, il est vers vous, il est perpendiculaire à la feuille, et donc la masse, en fait, va se balancer. Alors pourquoi est-ce qu'il faut écarter le barycentre de l'axe de rotation? Si vous ne le faites pas, ben, votre pendule, il ne oscillera jamais. Hein, il serait équilibré. En fait, votre truc, il n'oscillera jamais. Le poids ne va pas exercer un mouvement de rappel. Et votre truc, il n'oscille pas, donc on ne peut pas mesurer de période, donc on est coincé. Et le moment d'inertie de ce truc-là, en fait, l'expression, elle est assez simple. Oui, excusez-moi, elle est juste là l'expression. C'est le moment d'inertie par rapport à l'axe delta qui passe par le point haut perpendiculaire à la feuille. C'est le moment d'inertie comme si toute la masse était au barycentre. Plus, donc c'est ce terme-là, M au G carré, je vous avais dit qu'il fallait le retenir ce terme-là, plus le moment d'inertie du fait que lorsque l'ensemble tourne, eh bien, il faut aussi faire tourner le solide. D'accord? Donc je vais vous expliquer ça plus simplement. Là j'ai pris une roue que j'ai fixée comme je peux. Voilà. Cette roue-là, elle a un certain moment d'inertie par rapport à un axe qui passe par le barycentre. Le barycentre, il est à peu près au centre, il est au centre de l'axe de rotation. Ben, vous imaginez que cette fois-ci je tourne par rapport à un axe de rotation qui ne passe pas par le barycentre. Ben, si je fais ce mouvement-là, vous voyez que la roue là, elle tourne pas. La roue elle tourne pas. Enfin, quand je dis qu'elle tourne pas, elle tourne pas comme ça. Elle tourne autour de mon doigt là, mais sur elle-même elle tourne pas. Et ben le moment d'inertie dans ce cas-là, puisque la roue ne tourne pas, c'est M fois OG au carré. Si maintenant j'astreins la roue non seulement d'avoir un barycentre qui tourne, mais en plus la roue elle tourne en même temps que le barycentre, et ben il faut que je rajoute ce terme-là qui est J de G. Et c'est ça le sens de cette équation qui est là, J de delta. C'est le moment d'inertie par rapport au barycentre, plus le moment d'inertie qui est dû au fait que j'ai excentré la masse, le barycentre de la masse, par rapport à l'axe de rotation. D'accord, donc retenez bien cette formule-là. Maintenant, j'arrive au point de pesant. Donc là, j'ai écrit le théorème du moment cinétique, qui est juste là. D2L sur D2T. C'est le moment du poids, hein, c'est le poids qui fait osciller votre pendule. Et quand vous écrivez l'équation, L c'est J θ point. Lorsque je dérive, ça fait J θ second. Le moment du poids, c'est le poids fois le bras de levier, et il y a un signe moins parce que c'est un moment de rappel. Votre pendule, il aussi. Vous arrivez à l'équation qui est juste là. Et quand vous avez une équation comme ça, vous reconnaissez l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique, un truc qui oscille. Et sa pulsation qui vaut 2π sur t, et ben, quand vous la mettez au carré, c'est ce que j'ai encadré ici. Mg, OG sur J delta. Et quand on met tout ça ensemble, je vous laisse faire le petit calcul. Je peux mesurer la période d'oscillation, je peux mesurer la masse, je peux mesurer la distance entre l'axe de rotation et le barycentre. Donc je peux en déduire J delta et je peux en déduire J de G. Et la formule, elle est là. M fois OG, T carré, G sur 4π carré moins OG. Voilà, donc c'est cette formule-là que je vais mettre en œuvre. Donc place aux manip. Au niveau du matériel, j'ai besoin de quoi mesurer un temps. J'ai besoin d'un petit peu de petit matériel que vous voyez. Hein. J'ai fixé 2 stylos comme ça, comme j'ai pu sur le coin de la feuille. Et je vais faire la première manip. Donc ce que je vais faire, c'est placer
placer. Voilà. Voilà mon pendule pesant. Et je vais mesurer la période d'oscillation. Je vais compter une dizaine d'oscillations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je mesure 13 secondes et 47. Alors cette manip-là, je vais la faire plusieurs fois. J'ai fait 6 mesures. Pour 10 périodes, je trouve à peu près, voilà, je fasse la moyenne et je calcule également l'écart-type, je trouve à peu près 1,32 secondes, à peu près. Je vais mesurer la distance entre le barycentre qui est ici et l'axe de rotation. Voilà, j'ai fait la mesure entre le barycentre qui est là et l'axe de rotation qui était cette corde-là. D'accord. Et je vais faire la mesure, cette fois-ci sur le deuxième axe de rotation. Je vais, là, je prends ce couteau-là, je vais le poser sur le coin de la table et je vais faire ce mouvement-là de rotation. Donc moi, il faut que je bouge le moins possible. Il faut éviter que la raquette elle fasse un mouvement de ce style-là. Je vais mesurer la période. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 14 secondes et 53 centièmes pour dissociation. Comme tout à l'heure, je vais faire la manip un certain nombre de fois. Donc j'ai fait les mesures. J'ai fait 6 fois la mesure de 10 périodes. Et donc pour une période, je tombe à peu près sur 1,42 secondes. À peu près. Donc là aussi, il faudra que je mesure l'écart-type pour voir un petit peu la qualité de mes mesures. Je vais mesurer la distance entre l'axe de rotation et le barycentre qui se trouve là. 13,8. OG, c'est 13,8 cm à peu près. Au niveau de la précision de la mesure de longueur, c'est à 2 mm près, on va dire. Je pense que je dois être bon. Le dernier axe de rotation, c'est l'axe de rotation pour ce mouvement-là. Je vais placer la raquette comme ceci. Alors, le problème, c'est que quand je fais ça, la raquette au barycentre et de ce côté-ci, elle a tendance à basculer comme ça. Donc, il va falloir que je rajoute un stylo pour vraiment contraindre la rotation par rapport à cet axe-là qui est parallèle au manche de la raquette. Donc là, il y a une petite transformation à faire. Voilà, donc cette fois-ci j'ai rajouté un stylo là, donc je viens pincer le cordage, ce qui fait que j'ai une rotation qui est pas trop mal. Il n'y a pas trop de frottement en plus. Donc je vais pouvoir mesurer la période. Enfin, bon, il y a un petit peu plus de frottement, ce qui fait que bon, je vais essayer de compter 10 périodes, mais je suis pas sûr que je vais y arriver. 6, 7, 8, 9, 10. Donc là j'ai 7,84 secondes. Les autres mesures, je vais effectuer 6 fois la mesure de période pour voir le niveau de reproductibilité, pour faire une estimation de l'incertitude sur chacune de mes mesures. Alors, donc j'ai fait 6 fois la mesure, je tombe à peu près sur 0,78 secondes par période. Je vais mesurer maintenant la distance entre le barycentre et l'axe de rotation. Voilà, j'ai mesuré 9,3 cm. Quand je dis à peu près, c'est au millimètre près, voire à 2 mm près. Donc à partir de là, j'ai mesuré la période, j'ai mesuré le OG à chaque fois, je connais la masse, donc je peux en déduire le moment d'inertie par rapport à chaque axe en appliquant la formule qui est appliquée maintenant. Cette formule-là. Dans quelques instants, il y a le résultat qui arrive.
Voilà, j'ai fait la compilation de tous les résultats et donc je vous les présente rapidement. Alors, ça c'est les premières mesures. OG, je trouve 0,233 mètres, j'ai mis une incertitude élargie de 2 mm, donc c'est à peu près ça. Et je trouve pour JG, le moment d'inertie suivant Y, je trouve cette valeur. Bon, ça vous dit peut-être pas grand chose, et c'est c'est le quatrième chiffre à la virgule, après la virgule, qui commence à pu être bon. Donc ça veut dire que on a en gros deux chiffres significatifs sur la mesure. Donc c'est pas non plus, voilà, c'est pas une mesure extraordinaire. On va dire qu'on est à quelques pourcents dans la détermination. Deuxième mesure, période bon, 1,43 secondes, en gros au centième de seconde près. Pour la OG, aussi 2 mm d'incertitude élargie, et on trouve cette valeur pour J2G, c'est la plus grande. En fait, ce qu'il faut comparer, c'est les valeurs de moment d'inertie entre elles, c'est la plus grande. Et là, on a aussi deux chiffres significatifs. Donc on mesure à quelques pourcents près. Et puis la troisième valeur, pour G, suivant l'axe Y, c'est là que j'ai le moment d'inertie le plus faible. Hein, c'est suivant l'axe de la raquette. Et par contre, la mesure est un petit peu plus précise, mais vaut mieux parce que il est en gros 10 fois plus petit ce moment d'inertie. Donc heureusement que la mesure est 10 fois plus précise, ce qui fait qu'on a aussi une détermination à quelques pourcents près. Voilà pour les... Et ça, je vais l'utiliser pour faire des simulations numériques. Donc voilà pour la détermination des moments d'inertie. On va s'intéresser maintenant à la partie théorique. Alors, pour décrire le mouvement de la raquette, j'ai besoin de coordonnées. J'en ai besoin de 6. On appelle ça la cinématique. Ici, la cinématique du solide. J'ai besoin de 3 coordonnées d'espace pour définir la position du barycentre. C'est en gros où va la raquette. Et j'ai besoin de 3 coordonnées en plus, c'est des angles, pour définir la position angulaire de la raquette, hein, puisqu'elle peut tourner suivant 3 axes. Si on regarde le schéma qui est là, les vecteurs qui sont en rouge, c'est respectivement X, Y et Z. Hein, en fait, c'est les repères de mon téléphone portable qu'on aperçoit ici sur la photographie et qui a été fixé sur la raquette. Les angles que j'utilise, c'est les angles de l'air. Ils sont définis plus bas. Pardon. Ils sont définis ici. Le référentiel en noir, c'est le référentiel qu'on dit terrestre, c'est celui qui est lié au sol. Le référentiel qui est en rouge, c'est le référentiel de la raquette. Donc ici, mon portable qui est fixé à la raquette. Et le référentiel que vous voyez en vert, c'est juste un référentiel intermédiaire qui permet de passer du référentiel noir au référentiel rouge. Et les 3 angles, c'est θ, psi et phi. Le point essentiel, c'est de pouvoir passer d'un référentiel à un autre. Pour ça, on utilise des matrices de changement de base. Alors, là, ça devient un peu technique, et l'idée de cette partie, c'est pas de vous assommer avec les calculs, c'est juste de vous montrer qu'ils existent, qu'on peut les faire. Donc, si vous avez vraiment envie de les comprendre, ben, vous prenez un petit peu de temps pour vous plonger là-dedans. C'est pas voilà, si on fait l'effort de comprendre tout ça, c'est pas si compliqué que ça, hein, comme toujours. Mais bon, il faut un petit peu de motivation. Je vous montre juste les calculs pour vous montrer déjà qu'ils existent et comment on s'y prend à peu près. D'accord ? Alors là, vous avez la matrice pour passer du référentiel 2 au référentiel 1. Donc imaginez que vous avez les coordonnées d'un vecteur dans le référentiel 2, suivant x2, y2, z2. Eh bien, si vous appliquez ce vecteur à cette matrice, alors je vous explique comment ça marche. Le vecteur, en fait, qui est initialement ici, hop, vous le mettez au-dessus et vous le passez dans la matrice. Hein, donc la première coordonnée, hop, vous la passez ici, la deuxième coordonnée ici, la troisième coordonnée ici. Là et là, il y a 2 zéros. Et vous faites la somme et vous obtenez 3 coordonnées. Hein, c'est ce que fait une matrice. Elle prend un vecteur, elle vous renvoie un vecteur.
Pour passer du référentiel 1 au référentiel 0, c'est cette matrice-là. Donc je vous laisse méditer ça. Et si je veux passer du référentiel 2 au référentiel 1, j'utilise un produit matriciel, c'est-à-dire que j'applique déjà le changement de référentiel de 2 à 1, puis de 1 à 0. Pour passer du référentiel 0 au référentiel 2, en fait, c'est le même genre de démarche. Donc ça, je passe. Une fois que je suis capable de décrire le mouvement de mon solide, eh ben, je peux appliquer les lois de la mécanique. Première loi que je vais appliquer, c'est le principe fondamental de la dynamique, appliqué à un solide. Et ici, c'est assez simple, c'est la masse fois l'accélération du barycentre, c'est ce que vous voyez ici, le vecteur colonne. C'est égal au poids. C'est la seule force qui agit sur ma raquette à partir du moment où je l'ai lâchée. Et comme l'axe vertical est ascendant, ici il y a un moins. Donc là, il n'y a pas grand-chose à écrire. Le mouvement du barycentre, c'est une simple chute libre, peu importe le mouvement de la raquette. Si je m'intéresse qu'au barycentre, c'est une chute libre. Ensuite, le théorème du moment cinétique. Donc là, c'est un petit peu plus technique. J'écris que le moment cinétique, sa dérivée temporelle, donc ce que vous avez là, entre les parenthèses, c'est le moment cinétique. C'est d'une certaine façon une mesure de la quantité de rotation. Donc je ne devrais pas dire ce terme-là, mais je pense que ça, vous comprenez. La quantité de rotation de mon système, et comme les forces qui agissent sur le système ne le font pas tourner, hein, le poids qui s'exerce sur le système s'exerce au barycentre, et donc ça ne va pas faire tourner la raquette, et ben sa dérivée temporelle de cette quantité de rotation, ça vaut 0. Et c'est le théorème du moment cinétique. Et mon solide, en fait, est composé de 3 axes, et suivant chacun de ces axes, il y a ce qu'on appelle un moment d'inertie. Donc la matrice J que vous voyez, dans le repère de la raquette, s'écrit comme ça. Et il faudra être capable de l'écrire dans le repère 1, dans le repère 2, donc c'est là que les matrices de changement de base vont jouer un rôle. Puis vous avez des calculs. Là par contre, c'est assez technique, donc je vous laisse méditer tout ça. Voilà, vous arrêtez la vidéo, vous regardez les équations et vous essayez de comprendre. Et on arrive à ça, et cette équation-là vous dit simplement que si vous connaissez oméga, vous êtes capable de calculer sa dérivée temporelle. Et ça, c'est important lorsqu'on fait des résolutions numériques. Voilà, c'est ce que je vais expliquer un petit peu plus tard. Et j'ai toujours pas fini. Maintenant, il faut exprimer le vecteur oméga, donc le vecteur rotation de mon solide, en fonction des angles que j'ai choisis, les angles de l'air, qui sont phi, θ et psi. Alors, le vecteur oméga, si je regarde par exemple le phi, l'angle phi, il est là. L'angle phi, il me fait tourner autour de l'axe OZ1 ou OZ2. Et bien, j'écris phi point autour de EZ2. Si je regarde θ, l'angle θ, je tourne par rapport à ce vecteur, x1, celui qui est en vert. Donc c'est θ point, suivant E de x1. Et pour psi, c'est le vecteur qui est ici, je tourne autour de Z0, donc c'est psi.EZ0. Et puis là, vous exprimez les vecteurs dans le référentiel 0, vous obtenez ceci, vous dérivez, voilà, bon, bref, vous regardez. Et on arrive à cette équation, donc si présenté comme ça, on a envie de partir en courant, mais à partir du moment où je pose que cette matrice c'est A, que ce vecteur c'est B, ça simplifie un petit peu l'écriture, hein. Heureusement qu'il y a l'écriture matricielle, ça permet de donner un cadre et que ce soit pas trop indigeste. Alors, et donc finalement, j'arrive à ces équations-là. Imaginons que voilà, je connais tout ça, xg, yg, zg, et c'est leurs dérivées successives, je connais θ, phi et psi, et les dérivées correspondantes, et ben je suis capable de calculer xg seconde, enfin les dérivées seconde de chacune de ces variables. Et le théorème du moment cinétique, ça s'écrit comme ça, où A c'est la matrice, elle est réécrite en dessous, B c'est le vecteur qui est juste là,
Et oméga, c'est le vecteur qu'on peut calculer à partir de θ, θ point, phi point, psi point. Donc on est capable, quand on arrive là, on sait qu'on peut faire une résolution numérique. Et je vous présenterai ça un petit peu plus tard. Voilà. Alors je vais vous présenter maintenant le programme qui fait la résolution numérique. Le cœur du programme, il est là. C'est la méthode de Runge-Kutta. Voilà, je vous zoome un petit peu. C'est une boucle itérative, hein, donc et le langage que vous voyez là, c'est du Python. Je vais un grand nombre de fois exécuter les lignes de code qui sont là. Et la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4 ici est une amélioration de la méthode de D'Aler. Parce que la méthode de D'Aler, c'est pas. C'est bien pour comprendre comment marche une résolution numérique, mais c'est quand même pas très précis. Et l'idée, c'est d'estimer au mieux le taux d'accroissement de la fonction ici f. Voilà. Et le x que vous voyez ici, là que je vous montre ici, c'est un vecteur qui contient toutes les coordonnées qui décrivent la position et la vitesse de ma raquette. C'est-à-dire la position, les 3 coordonnées du barycentre, les 3 coordonnées de la vitesse du barycentre, les 3 angles θ, phi et psi, et leur dérivée temporelle, θ point, psi point, phi point. Et quand j'écris, et l'idée c'est d'avoir le taux d'accroissement, alors c'est une fonction de plusieurs variables, mais après tout ça ne change pas grand-chose. Et une fois que j'ai bien estimé le taux d'accroissement, en fait c'est ce truc-là, ce que je vous montre ici. C'est ça l'intérêt de la méthode de Runge-Kutta. Je multiplie par le pas de temps qui s'appelle petit h, qui est ici, et je suis capable de déterminer la valeur du vecteur x à l'instant suivant que j'ai choisi. Et une fois que j'ai calculé ce x là, je le rajoute, je le stocke quelque part dans la mémoire. Une fois que et en fait, le cœur de la méthode est là. Et ce code-là, quand je fais des résolutions numériques, c'est toujours le même que j'utilise. Le reste du code, là, des quelques lignes de code qui après, c'est juste pour calculer à partir. Vous voyez là ici, je récupère tous les angles, toutes les coordonnées qu'il y a dans mon vecteur x. Je calcule les composantes suivant x, y et z du vecteur oméga qui sont là. Et je mets ça dans une liste et que je pourrais ensuite exploiter après, tracer des courbes, faire ce que je veux en fait. Et là, ce que vous voyez entre les deux, ça, c'est juste du changement de base et puis le calcul du vecteur oméga dans le référentiel terrestre. Voilà. Donc je vous regardez la partie théorique, hein, les formules, elles sont implémentées comme ça dans le code. L'autre point important du code, c'est la fameuse fonction f, et son boulot, c'est à partir du vecteur x, qui est là, de renvoyer le vecteur, je vais tout en bas de la fonction, x point, c'est-à-dire la dérivée temporelle de ce vecteur x. On voit le détail des coordonnées là. Ce que j'ai besoin pour faire ça, c'est déjà définir ce que je vous avais expliqué, c'est les matrices de changement de base. C'est en gros tout ça. C'est pour passer d'une base à une autre facilement. Donc je prends quelques lignes dans mon code pour faire ça. Donc c'est pas très compliqué. Je calcule le vecteur oméga. Donc là il faut regarder la partie théorique. Hein, il y a une grosse formule à rentrer. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je peux appliquer le PFD. Je peux appliquer le théorème du moment cinétique, c'est ce truc-là. Donc là, j'utilise des facilités de Python, donc le produit vectoriel, c'est ça, np.cross. La résolution de système matriciel, là aussi j'utilise... excusez-moi, np.lineal.inverse, c'est pour inverser des matrices.
le calcul matriciel, la ligne du dessous. Je calcule le fameux vecteur B qui a une expression horrible, la matrice A qui a aussi une expression qui n'est pas terrible, et je peux toujours, avec les facilités de Python, et ici, je ferais quand même le citer, j'utilise le module NumPy. Il y a plein de méthodes qui permettent de travailler sur les matrices, les vecteurs. Et je trouve θ, phi et psi dérivés 2 fois. Et comme ça, je peux calculer x points. Donc là aussi, prenez un petit peu de temps si vous êtes intéressé par ce code, prenez un petit peu de temps pour le méditer. Mais en tout cas, l'idée, c'est déjà il existe, et puis deux, c'est si vous êtes vraiment curieux, vous pouvez passer un peu de temps là-dessus. Voilà pour l'implémentation numérique. Après, il y a toujours un petit peu de déco à mettre avant, du code après, pour définir les variables, etc., etc. L'affichage aussi, ça prend un petit peu de temps. Donc le programme principal, vraiment là que j'ai utilisé pour vous présenter les résultats, il y a un petit peu plus de choses. Mais l'essentiel, je vous l'ai montré. Voilà les courbes expérimentales et théoriques qui sont superposées sur le même graphe. Alors en pointillé c'est expérimental et en trait plein c'est théorique. On voit très bien ce niveau-là, là où je mets la souris, c'est lorsque je rattrape la raquette. Ouais, lorsque je rattrape la raquette, il y a une petite vibration qui est enregistrée par les capteurs du téléphone, et donc ça fait ces petites vibrations. Donc à partir de cet instant-là, je ne regarde pas, hein. Je regarde ce qu'il y a juste avant, et on voit qu'il y a quand même un bon accord. Hein, donc c'est pas parfait, mais c'est quand même pas mal. Ce que vous avez en rouge, c'est la coordonnée du vecteur oméga, donc le vecteur rotation, suivant l'axe des X, donc suivant le manche de la raquette. La courbe verte, c'est un axe qui est perpendiculaire au manche et suivant le tamis, qui est dans le plan du tamis. Donc c'est quand vous regardez la raquette, vous avez le tamis de la raquette, c'est celui qui serait perpendiculaire au manche. Et enfin l'axe des Z, c'est la courbe qui est tracée en bleu, donc c'est la composante suivant cet axe du vecteur rotation, oméga, et qui est perpendiculaire au tamis. Donc on voit que l'accord est assez bon. J'ai dû modifier légèrement les valeurs expérimentales des moments d'inertie. Donc elles ont varié de quelques pourcents pour que l'accord soit meilleur. J'ai dû modifier légèrement certaines valeurs. Donc l'intérêt de faire les mesures des moments d'inertie, c'est justement de savoir déjà à peu près ce qu'ils valent, hein, sachant que les manips que j'ai faites, que j'ai mises en œuvre, elles ne sont pas d'une précision redoutable. En plus, lorsque je mets mon portable sur ma raquette, ça modifie les moments d'inertie, parce que le téléphone en lui-même, il pèse la moitié du poids de la raquette, donc c'est significatif quand même, et à son propre moment d'inertie. Donc j'étais obligé de faire ça. Et on a un accord qui est quand même pas mal. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que au tout début, c'est oméga suivant Y qui est important. Et au cours du temps, ce qui va se passer, c'est qu'oméga suivant Y qui devient nul, et c'est le oméga X et oméga Z qui prennent le relais. Donc dit simplement, la raquette, elle est toujours en train de tourner. Elle est toujours en train de tourner. Simplement, la rotation se répartit suivant les axes X, Y, Z différemment au cours du temps. Donc il y a un moment donné, la raquette, elle arrête de tourner autour de Y et elle tourne autour de X et autour de Z. En fait, c'est le moment où elle se retourne.
Et lorsqu'elle a fini de se retourner, la raquette se remet à tourner principalement autour de l'axe Y et négativement, dans le sens inverse. Et ça, c'est normal parce qu'entre-temps, la raquette, elle s'est retournée. Donc le oméga Y, il a changé de signe à cause de ça. Donc voilà pour l'accord théorie-expérience qui est quand même pas mal, vu le matériel mis en œuvre pour réaliser cette expérience.